Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h30 sur Studio Kalita, l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Et tous les quotidiens israéliens, on peut le dire, reviennent ce matin en évidence sur les recommandations faites hier par la police israélienne dans l'affaire des sous-marins allemands, la fameuse affaire dite 3000. La police recommande d'inculper de corruption, de blanchiment d'argent et d'abus de confiance plusieurs personnalités, dont certaines sont très proches du Premier ministre, comme son avocat personnel et son cousin David Shimron, ainsi que son ancien directeur de cabinet David Sharan. Parmi les autres personnalités incriminées, on trouve l'ancien amiral de la marine israélienne, l'amiral Eliezer Marom, et l'ancien numéro 2 du Conseil de la sécurité nationale, Avril Ben Yosef. Ces personnalités sont accusées ou soupçonnées d'avoir touché des pots de vin conséquents après avoir favorisé un fabuleux marché de vente par l'Allemagne de plusieurs sous-marins à l'État d'Israël. Il s'agit de sous-marins construits par le consortium industriel allemand ThyssenKrupp. La personnalité centrale de ce dossier, c'est Miki Ganor, l'homme qui était le représentant de ThyssenKrupp en Israël et qui a servi d'intermédiaire dans ce marché, qui a graissé la patte des personnalités incriminées afin qu'elles facilitent donc la concrétisation de ce marché. Les quotidiens reviennent en détail sur cette affaire, mais tout souligne en évidence que Binyamin Netanyahou n'est pas du tout impliqué dans ce dossier en dépit de sa proximité avec David Shimron. De même, l'avocat Yitzhak Molcho, qui est considéré comme l'éminence grise du Premier ministre et son homme de confiance, ne figure pas parmi les personnalités incriminées par la police, bien qu'il avait été suspecté et qu'il avait été interrogé, tout comme d'ailleurs Binyamin Netanyahou. Mais tous les médias et les quotidiens soulignent que ces recommandations de la police ont provoqué des réactions exacerbées de la part de certains responsables politiques en Israël, en particulier au sein de l'opposition. Ainsi, Yair Lapid, leader de Yesh Atid, et Moshe Yaalon, ancien ministre de la Défense, ont affirmé qu'il était impossible que Binyamin Netanyahou n'ait pas été au courant de l'existence de cette affaire ou de cette affaire de corruption. Il est certain qu'il savait. Comment peut-il en être autrement? Il doit être interrogé, a déclaré Moshe Yaalon. Une réaction qui, d'ailleurs, il faut le souligner, n'a pas plu du tout à la police israélienne, qui a réagi en affirmant que les propos tenus par Yaalon et Lapid étaient très loin de ceux qu'ils avaient eux-mêmes affirmés lors de leur témoignage devant les enquêteurs. Les journaux mentionnent également la réaction très ferme du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui a qualifié cette affaire de kasha et retzinit, de dure et de sérieuse. Il faut vérifier et prendre des décisions, a déclaré Mendelblit. La balle est désormais, vous le savez, dans le camp du parquet israélien qui devra déterminer si oui ou non il fait sienne les recommandations très sévères de la police. Enfin, le Israël Hayom cite la réaction d'un haut fonctionnaire allemand qui a affirmé hier qu'il s'agissait là d'une affaire israélienne interne et que l'Allemagne restait engagée en faveur de la sécurité de l'État d'Israël. Autre titre important dans la presse israélienne de ce matin. Selon le quotidien apparaissant à Londres, El Hayat, Mahmoud Abbas aurait donné son accord à un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël autour de Gaza. Abbas aurait, selon le journal, donné son accord au président égyptien Sisi lors de leur dernière rencontre vendredi dernier à Sharm el-Sheikh. On ne sait pas précisément ce que Mahmoud Abbas aurait obtenu en contrepartie de ce feu vert, mais les observateurs israéliens dans la presse ce matin considèrent qu'il a dû céder aux pressions de plus en plus fortes des Égyptiens, mais aussi du Qatar et du sultan d'Oman Qaboos, qui a reçu la semaine dernière également Mahmoud Abbas. Les journaux soulignent que le Qatar a donné son accord au virement de quelques 90 millions de dollars qui devront servir à payer les salaires des fonctionnaires palestiniens du Hamas pendant les 6 prochains mois, et également il devrait permettre également de financer l'acheminement d'une quantité accrue d'électricité pour la bande de Gaza. Selon l'accord qui se profile, il y aurait 2 étapes. La première, un cessez-le-feu de 3 semaines durant lequel le Hamas réduira considérablement ses manifestations le long de la frontière avec Israël. De son côté, Israël accepterait d'ouvrir sa frontière à l'exportation de produits gazaouis et l'Égypte, elle, ouvrirait graduellement son poste de passage à Rafah. Quant à Mahmoud Abbas, il a accepté donc apparemment de verser lui aussi à nouveau une subvention pour les salaires des fonctionnaires. Israël devrait également élargir la zone de pêche au littoral, devant le littoral de la bande de Gaza. La seconde partie de l'accord évoque une trêve de 6 mois entre les deux parties, mais pour l'instant, on ne parle pas de clause visant à permettre à Israël de récupérer les dépouilles mortelles des soldats Oron Shaul et Hadar Goldin.
Le Haaretz mentionne en évidence la fin de la marche de mobilisation et de protestation des lycéens des localités du pourtour de la bande de Gaza. Ce sont des lycéens qui ont marché durant toute la semaine de Sderot à Jérusalem pour réclamer au gouvernement une solution réelle pour régler la crise à Gaza, une crise qui empoisonne leur vie, disent-ils, depuis plus de 6 mois. Une centaine de lycéens ont fait cette marche du début dimanche jusqu'à la fin hier, et même le président Reuven Rivlin a décidé de les accompagner sur les derniers mètres de cette marche en guise de solidarité. Ces lycéens ont marché donc jusqu'à la Knesset de manière symbolique. Incroyable mais vrai, les quotidiens israéliens soulignent que la Cour suprême a interrompu la procédure de destruction de la maison du terroriste responsable de l'attentat meurtrier de Barkhane. Et ce, après le dépôt d'un recours de la part de la famille du terroriste contre cette démolition. Une famille du terroriste qui était encadrée apparemment par des ONG d'extrême gauche. Les familles des 2 Israéliens assassinés, les familles Leventrop et Khajbi, ces familles des 2 Israéliens assassinés par le terroriste, se sont déclarées particulièrement choquées par la décision de la Cour suprême. Le Israël Hayom nous livre ce matin dans son supplément du Shabbat une confrontation directe entre les 2 candidats à la mairie de Jérusalem, Moshe Léon, qui bénéficie du soutien massif des orthodoxes et même d'une partie de la mouvance sioniste religieuse, et Ofer Berkovitch, qui est le candidat laïque, qui bénéficie du soutien également de l'ensemble de la population, d'abord de l'ensemble de la population non religieuse et même d'une partie de la population religieuse. En dépit du ralliement de la majorité des orthodoxes à Moshe Léon, Berkovitch ne désespère pas. Il espère créer la surprise mardi prochain au soir du second tour. Les quotidiens nous rappellent qu'il y a 80 ans se produisait dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 la terrible nuit de cristal. Pour le Israël Hayom, cette nuit a marqué le début de la Shoah des Juifs d'Europe, et le journal indiquait qu'une cérémonie du souvenir se tiendra aujourd'hui à Berlin dans l'une des synagogues profanées en présence de la chancelière Angela Merkel. Et à l'occasion de cet anniversaire, Eldad Beck écrit que les Juifs d'Europe occidentale se sentent aujourd'hui plus menacés par la recrudescence de l'antisémitisme, et il nous livre son conseil. Il ne faut pas oublier la nuit de cristal, mais il ne faut pas avoir peur. Les pages sportives des quotidiens israéliens nous montrent ce matin des photos de la rencontre d'hier entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et les judokas israéliens qui ont brillamment représenté l'État d'Israël lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. On se souvient que 2 judokas israéliens avaient obtenu des médailles d'or, Sagi Mouki et Peter Pelchik, ce qui avait permis de la diffusion dans l'enceinte de la salle des sports d'Abu Dhabi, la diffusion de la Tikva qui avait été jouée pour la première fois donc à 2 reprises, l'hymne national israélien. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a reçu donc ces judokas, a révélé qu'il avait eu les larmes aux yeux lorsque la Tikva a été jouée pour la première fois à Abu Dhabi. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce vendredi matin. Nous allons marquer une pause et tout de suite après, nous évoquerons le 80e anniversaire de la nuit de cristal avec le docteur Simi Epstein, historien de la Shoah. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.